présenter un capteur, tout ce qui est relatif aux mesures et à l'interprétation des températures de l'eau avec cette vision long terme, et puis voir comment on l'a appliqué au Rhône et à ses affluents. Un petit peu rapide, donc on va regarder un peu tout ce qui est mesures et données, parce que c'est quand même la base. Après, voir comment tout ça s'organise dans des réseaux de mesures. Alors, il y a quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, c'est la représentativité, parce que tout le monde peut faire des trucs représentatifs, mais personne ne dit de quoi. Donc, on ne sait jamais trop ce qu'on met derrière. Regardez un petit peu ce qu'on a au niveau des mélanges d'eau, comment des mélanges peuvent se faire. Et puis enfin, donner quelques résultats sur les mesures en continu, voir un petit peu ce qui s'est passé depuis qu'on fait des suivis, de regarder les facteurs explicatifs de la température de l'eau dans le cas particulier du Rhône, parce que c'est une rivière, un fleuve un peu particulier au niveau thermique. Et puis regarder aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de voir comment on abordait ces problématiques à partir des données anciennes, donc pré-aménagement. C'est là d'en tirer quelques petites conclusions. La température de l'eau à EDF, c'est quelque chose qui s'est mis en place réellement depuis les années 70, même si depuis les années 50, il y avait déjà eu quelques tentatives sur quelques sites de faire de la mesure. Et c'est vraiment dans les années 70 qu'on a commencé à faire de la mesure en continu au droit de sites alors, nucléaires ou thermiques à flamme classiques. Et puis, côté recherche et développement, il y a eu tout un panel d'outils de modélisation plutôt à base physique qui s'est fait au droit de site. La mise en place des réseaux structurés, ça date de 77. Et évidemment, c'est la réponse à la canicule de 76. Tout le monde s'est dit, oula, mais la température, ça peut monter haut finalement dans une rivière et ça peut nous poser des problèmes pour les rejets thermiques. Dans les années 90, on a commencé à se poser la question des régimes thermiques mesurés, parce que les évolutions qu'on a... Moi, le premier papier que j'ai écrit sur ce sujet, ça devait être dans les années 95, en attirant l'attention de nos responsables sur le fait que la température de l'eau pouvait éventuellement monter dans les rivières et qu'on avait des autorisations de rejet qui étaient limitées. On s'est aussi mis à regarder avec Florentina tout ce qui était la critique des données, parce que ces données qui arrivaient, elles n'étaient pas toujours... enfin, disons qu'il fallait trier le bon du moins bon. Et puis, on a eu aussi quelques réflexions sur la modélisation statistique. Après, avec le renouvellement des arrêtés de rejet des centrales thermiques et nucléaires, on a lancé avec l'administration une grosse étude qui s'appelle l'étude thermique Rhône, avec 4 phases qui se sont succédées, qui ont regardé un petit peu toutes les relations qui existaient entre la thermie, la chimie, l'hydrologie et la biologie à l'échelle du fleuve et du long terme. Parce que ces chroniques, elles commençaient à avoir quelques 30 ans d'âge, donc ça a commencé à tenir la route. Et puis enfin, après 2003, il y a eu vraiment des systèmes de prévision en temps réel de la température de l'eau pour guider les rejets des différents types de centres. Alors la mesure, on parle de la mesure et de la donnée, parfois on confond un peu les deux, autant la mesure est normalisée, on a des normes pour faire de la mesure, autant sur la donnée on n'en a pas. Donc quand on regarde un petit peu ce qu'on a d'un côté des appareillages qu'on met sur des stations, et puis on va faire des statistiques avec tout ça. Les appareillages, vous pensez bien que sur 30 ou 40 années d'âge, ils ont évolué, donc on ne fait plus de la même façon que dans. Donc sur nos réseaux de mesure, en fait, il y a 5 chaînes de capteurs qui se sont succédés dans le temps depuis 1970. Et l'expérience qu'on en a acquise, c'est qu'il faut bien penser la chaîne de mesure complète, c'est-à-dire que le capteur, c'est bien, tout le monde le voit, le capteur, mais le capteur, il émet un signal qui est reçu par un transmetteur, le transmetteur, il décode le signal, il l'écrit dans une base de données, et donc ce qui compte, c'est la valeur qu'il y a dans la rivière d'un côté et ce qu'il y a dans la base de données de l'autre, avec tous les décalages qu'il peut y avoir entre le capteur qui ne mesure que sa température. Le capteur de température, ça ne mesure que sa propre température. Vous espérez que la température du capteur est celle de la rivière, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on s'est beaucoup aussi rendu compte que ces capteurs, ils avaient des pannes, et souvent des pannes au plus mauvais moment. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire sur la maintenance avec les parties doublage des chaînes, donc avoir 2 chaînes indépendantes,
Et puis étalonnage, comment on fait un bon étalonnage de capteurs sur le terrain, c'est pas si simple que ça. Donc là, on a travaillé avec le laboratoire national d'étalonnage, qui font référence en la matière, et on a mis en place des procédures pour ce faire. D'un autre côté, on a des stations, donc des points de mesure, on va dire, qui sont aussi évolutifs dans le temps, parce que le capteur, il faut le poser sur quelque chose, et aller le mettre au milieu du Rhône, comme ça, c'est pas si simple que ça, avec le câble qui le relie au transmetteur. Donc le capteur, il est nécessairement pas trop loin des berges. Il est assez profond pour qu'il n'y ait pas de rayonnement solaire direct dessus qui fasse chauffer le capteur par rayonnement et non pas par température. Il faut suivre les évolutions des berges parce que de temps en temps, la courantologie change au droit des sites. Et puis, il faut vérifier la représentativité. Quand on dit un point, ce point, qu'est-ce qu'il représente de la section? C'est pour ça que très tôt, on a fait des profils thermiques dans la rivière pour savoir, entre la mesure et la donnée, finalement, qu'est-ce qu'on a. Alors, dans le cas du Rhône, on a eu pas mal de déplacements de capteurs sur 50 ans, liés à des modifications d'infrastructures porteuses, des problèmes de représentativité qu'on a détectés dans des situations particulières. Très chaude ou très froide, on a des fois des effets locaux du support. On a des effets de mélange avec des affluents qui donnent de temps en temps, mais pas souvent. Voilà, on a détecté plein de petits problèmes qui ont fait évoluer le réseau de mesure. Donc là, je vous ai mis juste pour la logique, un petit tableau avec les différentes chaînes de capteurs et on voit les évolutions des précisions. Et il ne faut jamais croire, si le capteur est à 0,1, il ne faut pas croire que la donnée qui est dans la base de données est à 0,1 degré près, c'est pas possible. Quand on met tout en place, déjà avoir 0,3 degrés en absolu, c'est bien. En relatif, on fait beaucoup mieux. C'est-à-dire que est-ce qu'hier était plus chaud qu'aujourd'hui ou moins? Ça, on sait faire à 0,1 degré près. Mais la valeur absolue, c'est extrêmement difficile d'atteindre les 0,3. Avec l'idée d'être représentatif de la rivière. Le réseau de mesure, il a fallu le constituer aussi au fur et à mesure du temps. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que derrière, il y a des gens qui vont réparer, qui vont mettre en place et qui vont faire les étalonnages. Donc, sur 50 ans, il faut faire vivre une équipe aguerrie qui va faire toute la maintenance. Et cette équipe aguerrie, elle va être soumise à pas mal de pression. Au bout d'un moment, la température, qu'il n'y a pas eu de canicule, on voit l'intérêt qui diminuait. Dans les années 90, 76 était loin, donc vous êtes sûr que ça sert bien à quelque chose, votre truc. Et est-ce que s'il y avait moins de gens, ça irait pas aussi bien, etc. Donc on s'aperçoit que faire vivre ces équipes dans la durée, c'est pas toujours si simple. Et puis enfin, tracer l'historique de ce qu'on a fait. Parce que se rappeler qu'on a changé de capteur de position, qu'on a fait des changements, au début c'était sur des petits papiers, après c'est passé dans des bases de données, ces bases de données ont changé, enfin bref, on se retrouve avec pas mal de systèmes différents qui portent pas mal d'informations. Alors voilà un petit peu l'idée, le réseau qu'on a sur le Rhône qui a été mis en place dans les années 75, disons ce début des 70, entre 70 et 80. Plus deux stations suisses qui sont très intéressantes, qui sont au niveau du lac Léman, avec une station à l'amont du Léman, une à l'aval, et puis les apports de l'Arve, donc d'un gros affluent. Donc on voit que la logique pour EDF, ça a été de mettre des capteurs à l'amont de tous ces sites de production, et puis sur les gros affluents comme l'Ain, la Saône, l'Isère, la Durance, et en parallèle d'essayer de mettre des capteurs aussi dans des zones où la température était relativement homogène et sur la section. Donc ça m'amène à une réflexion qui est importante, c'est le passage de la mesure à la donnée. Parce qu'un capteur de température, ça envoie une mesure toutes les millisecondes, ou toutes les 10 millisecondes. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces données, de ces mesures toutes les millisecondes? On va essayer de faire des agrégations. Donc on va passer à des minutes, des heures, des jours, des mois. Et puis, on ne se pose pas toujours la question du temps de réponse des capteurs aussi. Quand on a un capteur bien protégé des troncs d'arbres qui voyagent dans le Rhône, il est nécessairement dans une zone un peu protégée. Donc, est-ce que ça ne diminue pas ou augmente pas son inertie?
refléter la valeur qu'il y a dans la rivière. Et le point, à mon avis, le plus important, et c'est aussi vrai pour la chimie, c'est de bien distinguer la moyenne des températures de la température moyenne. Quand on a un fleuve en spatial, on ne se pose pas la question. Si on a 1000 m3 d'un côté et 20 degrés, et puis un affluent à 100 m3 et 10 degrés, on fait le mélange des flux. On regarde, on raisonne en flux, donc on dit qu'à la fin, on a 100 m3 à 19 degrés. Par contre, si on fait la même chose entre deux périodes, ben on se dit que j'ai 1000 m3 à 20 degrés, puis j'en ai 100 à 10 degrés, ben je dis que la moyenne elle est de 15. Parce que quand je fais la moyenne des températures, je considère comme une variable d'état, et donc je dis 20 plus 10 divisé par 2, ça me fait 15. Par contre, si je le fais comme une variable de flux, ben je retombe sur mes 19 degrés. Donc on a une grosse différence entre la température moyenne et la moyenne de température. La température moyenne, c'est si je mets tout l'eau du Rhône dans une grosse bassine que je mélange bien, qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Et la moyenne de température, ben, c'est une petite bête, une petite algue qui vit à un endroit donné dans la rivière. Finalement, qu'est-ce qu'elle subit comme température? Donc bien distinguer ce qui est variable d'état de ce qui est variable de flux. Et puis, quand on a une vision biologique, ben, c'est encore plus compliqué parce que là, on se dit, oui, mais la bébête, la petite algue, elle ne vit pas au même endroit, elle a un endroit privilégié. Donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Il y a beaucoup plus d'organismes qui vivent sur le fond, sur les berges, qu'au milieu de la masse d'eau la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? Et puis, est-ce que la moyenne, c'est vraiment le bon critère? Donc, on va commencer à réfléchir à ce qu'est de la métrique. Et pour ça, ben, on va avoir besoin d'autres indicateurs. Alors, pour revenir à cette température moyenne et cette moyenne de température, j'ai fait le petit calcul à Ramon, donc la partie basse du Rhône. Finalement, c'est quoi la moyenne des températures qu'on a toujours présentée? Ben, c'est la courbe bleue. On voit 2003 avec sa canicule, 2011 avec, alors ça fait très chaud pendant toute l'année, et ça c'est la moyenne des températures. Maintenant, si je mets toute l'eau du Rhône et que je mélange tout chaque année, ben, j'obtiens cette courbe rouge. Et on voit que c'est quand même assez différent. 2003 ne ressort plus du tout parce qu'il y a une canicule estivale et une crue en fin de saison. Et donc 2003 est tout à fait normal. La quantité d'eau du Rhône, si on la considère du point de vue écologie de la Méditerranée, 2003 n'a rien d'exceptionnel du point de vue du Rhône. Par contre, des années comme 2007, qui n'a pas marqué les esprits en termes de canicule, ressort comme une année qui a produit un flux de chaleur très important du Rhône vers la Méditerranée. Et donc, si on fait notre température, la moyenne des températures, c'est 15 degrés 2. Si on fait la moyenne de chaque année, des températures moyennes, on obtient 13 degrés 6. Et si on regarde la température moyenne de toute l'eau qui est arrivée sur la période, c'est 13 degrés 3. Donc on voit déjà que 2 degrés d'incertitude sur la manière de comprendre la température, c'est vite là avec ce genre de réflexion. L'autre point important, c'est tout ce qui est les mélanges d'eau. Donc là, je vous ai montré à l'aval du rejet du CNPE de Saint-Alban, il y a deux profils thermiques à deux débits différents et deux dates différentes. Et dans un cas, la veine d'eau chaude est plaquée contre une rive, et dans l'autre cas, elle s'étale en surface. Donc on voit qu'on a, puis en plus, on a tous les cas intermédiaires et tous les transitoires pour passer de l'un à l'autre. Donc on voit que trouver d'être représentatif de la masse d'eau, c'est très compliqué avec un seul capteur en continu, et même si on en mettait deux ou trois, ça n'aurait aucun moyen de résoudre le problème. Donc c'est tout un problème de modélisation éventuellement. Et puis de quelque chose aussi, c'est qu'à force de représenter les rivières comme des bols, on a oublié qu'une rivière, ça ressemble plus à une assiette plate qu'à un bol. C'est-à-dire qu'une rivière, c'est quand même quelque chose qui, au lieu d'être très profond et peu large, c'est quelque chose qui est très large et très peu profond. Et là, le Rhône, c'est une rivière exceptionnellement profonde. On a plus de 10 mètres de profondeur, donc là, on est sur... on voit, mais si vous êtes sur la Loire, vous ne voyez même pas les traits, l'épaisseur de... Les réflexions sur les indicateurs très vite dessus, c'est quelque chose qui a été développé dans cette étude thermique, qui a été basée sur l'électronique, et puis des lissages, différents types de lissages électroniques, sachant que les lissages de Fourier sont assez intéressants pour faire de la thermie et calculer des indicateurs thermiques de manière
Maintenant, si on regarde en chronique ce qui se passe sur le Rhône, de manière très rapide, le premier gros événement dans le Rhône, c'est le Léman, qui fait passer la température d'un fleuve de montagne à un fleuve qui sort d'un grand lac avec des températures qui se rapprochent de la météo. Et puis, plus on va vers l'aval, plus on prend de la chaleur. Et puis, plus on va dans le temps, plus on a monté aussi en température. Donc ça, c'est des résultats très classiques qu'on a pu mettre en œuvre avec ces chroniques sur une cinquantaine d'années. Quand on regarde l'explication, l'explication dans le Rhône, elle est intéressante parce qu'il y a ce qu'on appelle des gouttes froides, qui sont des phénomènes où il y a des ressorties d'hypolignon-éléments. Et donc, ces sorties, on peut les suivre dans le temps. Et en les suivant dans le temps, on peut comprendre quel est le rôle de la température de l'air, quel est le rôle des affluents, et quel est le rôle des rejets des centrales nucléaires. Voilà un petit peu, je vous laisserai lire le document parce que c'est quelque chose qui est relativement compliqué. Donc, en illustration, ce que sont les rejets cumulés des différences centrales sur le Rhône avec les boîtes à moustaches qui permettent de voir ce qui est fréquent et ce qui l'est moins. Un des points que je voulais mettre aussi en exergue, c'était le rôle de l'aménagement du fleuve sur le long terme, parce qu'à court terme, c'est très dur à voir. Mais sur le Rhône, on a une chance exceptionnelle, c'est que la plus longue série de température du Rhône, en fait, c'est Genève, entre 1855 et 1914. Il y a une donnée tous les jours, sauf le dimanche, parce qu'il y avait la messe. Et donc, monsieur Plantamont n'avait pas fait la mesure. La donnée est parallèle et faite en même temps que la température de l'eau et le niveau d'eau dans le Léman. Et on a la même chose à Lyon entre 1870 et 1877. Donc, avant aménagement du Rhône, on a pas mal d'informations thermiques. Et on a même une petite période où il y a 2 mesures de température à Lyon pendant un mois de données, dans les années 70, 1870, avec une très bonne cohérence finalement des mesures à l'aval de Lyon et celles de l'avant. Et quand on modélise ces données de 1870 à 1877, je vous ai mis 2 années, le modèle est assez cohérent. On a des très bons modèles de température de l'eau. Et quand on applique ces modèles des années 1870 aux données actuelles, on a une vision globale de l'aménagement du fleuve, finalement, de ce qui a changé. Et ce qu'on voit surtout, c'est que les périodes froides sont plus froides et les périodes chaudes auraient été plus chaudes avec le Rhône ancien. C'est-à-dire que le Rhône, actuellement, il a gagné en inertie, il a eu plus d'inertie parce qu'il est devenu plus profond, il y a eu des retenues qui ont accumulé plus d'eau, donc le temps d'échauffer, la masse d'eau à échauffer ralentit les processus, ce qui fait que la canicule de 2003, je crois qu'elle a été 1,5 degré plus chaude avec le Rhône non aménagé. Ce qu'il faut bien voir, ce qu'on peut relire au travers de toutes ces modélisations, c'est que les grands facteurs, c'est toujours la température de l'air et les débits qui ressortent toujours comme les 2 facteurs importants. L'inertie du fleuve a été modifiée, donc la réponse à ces facteurs a été modifiée par l'aménagement. Et pour la période récente, c'est rajouter le rejet thermique des CTP, donc des productions thermiques nucléaires, qui ont rajouté de la température. Alors, ce qu'on ne voit pas trop sur le Rhône, on a beau regarder, c'est que l'hydroélectricité, en fait, les mégawatts d'hydroélectricité, c'est des mégawatts de frottement qui sont enlevés, donc des mégawatts de chaleur. Tout ce qu'on produit en hydroélectricité, c'est de la température qu'on retire du fleuve. Et quand on le regarde finalement à l'échelle du Rhône, à l'amont du Léman, on le voit. Il y a eu des publications suisses sur le sujet qui étaient très bien faites. Et par contre, à l'aval, on ne le sent pas. On a du mal à le mettre en évidence. C'est plutôt dans l'épaisseur. Petite conclusion de cette présentation, c'est l'importance des suivis sur le long terme, avec 2 matériels, des équipes, j'insiste dessus, et puis des bases de données qui tracent tout ça. De bien se reposer à chaque fois représentatif de quoi, tout le monde veut être représentatif, mais de quoi et pourquoi. Et puis, je pense qu'il y a un grand champ de recherche sur les métriques thermiques. Qu'est-ce qui est important pour quelle espèce? Et je pense que c'est même vrai pour le climat, c'est-à-dire que la notion de climat pour une espèce qui vit pendant 3 heures, c'est pas la même chose que pour une espèce qui vit une centaine d'années. Et puis un des points qu'on a aussi abandonné avec le temps, c'est l'idée qu'à l'aval des confluences ou des rejets, on pouvait comprendre ce qui se passait. C'est vraiment la vision 5D finalement n'est pas accessible par la mesure.
Donc il faut faire soit de la modélisation, soit du théorique. Hein. Si on veut à chaque x, y, z de temps connaître la température, on ne sait pas le faire par de la mesure, on n'a pas les appareillages qu'il faut dans des grands fleuves. Donc on est contraint en fait à faire soit de la modélisation, soit de considérer les flux et donc de faire de la dilution calcul. Voilà, et puis, rappelez enfin, que ces données des années 1850, elles existent, hein, et elles ont le mérite. Elles ont été très peu regardées, à mon avis, aujourd'hui, alors qu'elles sont de plutôt bonne qualité pour tout ce qui est côté Genève. Un peu moins bonne qualité pour la partie Lyon, surtout les températures de l'air à Lyon. Voilà, je vous montre la canicule de 70, alors c'est 1870, hein, c'est la troisième canicule à Genève, il va en 2022. Il y a eu 1921 et puis il y a eu 1870, c'est les 3 ans de canicule qu'a vécu Genève. Et donc là, on a les températures de l'eau du Léman et les températures de l'air, et puis plein d'informations qui étaient relevées tous les jours par l'Observatoire de Genève. Voilà. Merci beaucoup.